Mon nom est Marie-Ève Martel, je suis journaliste au quotidien La Voix de l'Est de Granby. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec 3 nouveaux officiers au sein de l'UMQ. À commencer par M. Daniel Côté, maire de Gaspé et nouveau président. Bonjour, M. Côté. Avec M. Martin Danfous, maire de Varennes et premier vice-président. Bonjour. Et M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, deuxième vice-président. Bonjour, messieurs. Donc, on va faire une petite tournée pour apprendre à se connaître. Donc, au départ, Monsieur Côté, vous êtes pompier volontaire en plus de vos fonctions de maire. J'aime ça, un élu, moi, qui éteint les feux. Dites-moi, on essaie de jaser un peu pour faire plus connaissance. Parlez-moi un peu de vos loisirs. Est-ce que le camping sauvage en fait partie? Non. Le camping, le vrai camping, oui. Mais sérieusement, au niveau des loisirs, j'aime bien faire du sport, notamment le hockey. Je suis un joueur de musique aussi, pour s'amuser, évidemment. Au-delà de ça, j'ai un background aussi. En fait, je suis avocat de profession. Je suis formé, j'ai un diplôme d'études supérieures spécialisé en administration publique régionale. Je me suis impliqué dans le milieu scolaire autrefois. Je me suis impliqué aussi au niveau patrimonial. J'ai 2 enfants, des jumeaux de 15 ans. Donc, c'est un peu ça. Je viens d'une famille qui est très modeste, une famille d'un village côtier de la Gaspésie. Donc, très peu politisée comme famille. Je ne sais pas pourquoi je suis rendu là aujourd'hui. Je pense que c'est une passion qui est vraiment intrinsèque et non pas... C'est pas nécessairement une passion familiale, la vie politique, mais c'est venu avec le temps et de fil en aiguille, un peu d'implication à gauche et à droite dans différentes sphères politiques. J'ai abouti à la mairie de Gaspé et je suis maintenant, heureusement et fièrement, votre président à l'Union. Merci beaucoup. Monsieur Danfous, on a eu l'opportunité de se connaître il y a 10 ans quand j'ai commencé ma carrière de journaliste. Vous êtes maire depuis 2009. Qu'est-ce qui fait que le feu sacré brûle encore pour vous? Bien, je vous dirais que j'ai été 24 ans denturologiste. Et les 13 dernières années de ma profession, je présidais l'Association des denturologistes du Québec. Donc, ça a été une expérience qui a été extrêmement enrichissante. Avec mon épouse Hélène, nous avons 5 enfants. Et comme vous le savez bien, dans la famille Danfous, le sport a toujours pris beaucoup, beaucoup de place. Que ce soit le hockey, le baseball, le soccer et le football. En fait, j'ai commencé ma carrière, si vous voulez, à Varennes en étant tout simplement le coach de mes enfants. Rapidement, je suis devenu un dirigeant de ces associations-là. Et c'est de cette façon-là que je me suis impliqué progressivement, politiquement, présenté en 2007 comme conseiller et depuis 2009, comme vous l'avez mentionné, je suis le maire avec tous les membres de mon équipe. Monsieur Tremblay, vous avez été consécutivement conseiller municipal, député provincial et maintenant vous êtes maire de Mascouche. Le fil conducteur, évidemment, c'est la politique. Est-ce qu'il y a des différences et des ressemblances entre les 2 niveaux qui, en fait, peuvent colorer votre parcours? Parlez-nous-en un peu. Bien, écoutez, clairement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans mon parcours, je l'espère. J'ai commencé comme conseiller indépendant à la ville, ici à la ville de Mascouche, de 2005 à 2008, pour après, bien sûr, devenir député provincial, un parcours de 4 ans. Et par choix, j'ai décidé de ne pas me représenter pour venir au municipal parce que c'était le domaine le plus proche de la population. Et pour moi, c'était un engagement important de revenir à la base. Donc, aujourd'hui, depuis 2013, j'ai le privilège et la chance d'être maire de la ville de Mascouche ici. Je suis aussi entrepreneur, propriétaire de 2 entreprises avec ma conjointe et aussi papa de 2 petits-enfants, un de 2 ans et demi et une petite puce de 9 mois. Parfait. On va y aller sans plus tarder avec notre table ronde. En fait, j'ai quelques questions à vous poser. J'invite aussi tous les membres qui ont envie de poser des questions à nos 3 officiers de le faire par écrit là, sur le chat. Elles me seront communiquées à la fin de la séance. Donc, on va y aller à tour de rôle tout simplement. Et on a une période de 5 minutes par question, donc des réponses quand même succinctes, s'il vous plaît. Avec pour premier thème la démocratie municipale. Donc, évidemment, ce n'est pas une surprise pour personne. On est en année électorale et c'est toujours important d'essayer d'encourager les citoyens à déposer leur candidature. Il n'en demeure pas moins qu'en dehors de cette période-là, une fois aux 4 ans, il y a encore trop peu de gens qui prennent le temps de s'intéresser à la vie
municipale démocratique. Selon vous, comment faire en sorte que plus grand nombre de citoyens s'informent, mais s'impliquent aussi auprès de leur gouvernement de proximité entre les élections? Monsieur Côté. Bien, en fait, c'est tout un défi. Vous savez, on a d'abord le devoir aussi de diversifier nos conseils municipaux. Historiquement, on a une sous-représentation du nombre de femmes, du nombre de jeunes dans nos instances municipales. On doit les attirer vers ces sphères-là dans le fond, pour que nos conseils municipaux, que nos instances deviennent un meilleur reflet de la communauté dans laquelle on vit. Ce qu'on doit leur dire, c'est que le milieu municipal, c'est le milieu le plus proche de la population. C'est nous qui faisons la différence dans la vie quotidienne des gens. Il n'y a rien de plus stimulant, et Guillaume le disait tout à l'heure en ayant fait un virage vers le provincial avant de revenir au municipal. Ça saute aux yeux. On est capable de changer la vie des gens au quotidien. Moi, en tout cas, c'est ce que j'apprécie énormément de ce qu'on fait. Puis je pense que c'est un stimulus qui est assez extraordinaire là, pour l'ensemble des gens qui veulent s'impliquer dans la sphère municipale. Martelons ce message-là. Expliquons-le aux gens, vulgarisons-le, et ça va faire en sorte que ça va devenir probablement plus attractif, autant pour la population pour suivre les actualités municipales, autant aussi pour les gens qui veulent s'impliquer dans la sphère municipale. Merci. M. Danfous. Bien, je vous dirais que c'est drôle parce qu'on critique énormément les médias sociaux, parce que malheureusement, il y a trop d'intimidation, il y a toutes sortes de menaces, de choses qui ne se passent pas bien. Mais en même temps, c'est un atout exceptionnel pour les élus de pouvoir communiquer instantanément toutes sortes de nouvelles. Et on le voit, ces nouvelles-là peuvent être relayées. Donc, ça devient extrêmement puissant comme véhicule. Et c'est une très, très belle façon d'intéresser nos populations à ce qu'on réalise comme élus et comme gouvernement de proximité. Monsieur Tremblay. Bien, écoutez, pour ma part, ce qui est important, c'est la participation. Il ne faut pas juste le voir seulement quand l'année électorale. Il faut le voir sur un 4 ans. Si vous faites toujours participer, par exemple, à des consultations populaires citoyennes, on le vit présentement là, à Mascouche, on refait une rue, mais les gens participent activement à des séances de consultation. Et c'est de cette façon-là, je crois, qu'ils vont voir que le rôle du conseiller municipal a un impact important dans sa communauté. Martin l'a bien dit, avec les réseaux sociaux, ça a un impact aussi important. Puis, il ne faut pas oublier d'aller voir toute l'implication citoyenne qu'on a dans la population, que ce soit, encore Martin disait tantôt, comme coach de soccer, comme moi j'étais au niveau des cadets. Je pense que c'est vraiment à la base de l'implication citoyenne. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers eux pour les intéresser à venir à la politique. On a un rôle comme leader dans la communauté d'attirer ces gens-là. Merci. Deuxième thématique, changement climatique et développement durable. On va débuter avec M. Danfous, qui est président de la CEMIX, donc il connaît quand même bien le sujet. La préservation de l'environnement et les changements climatiques constituent une préoccupation de plus en plus importante au sein de la population. Les municipalités qui ont juridiction en matière d'aménagement du territoire, entre autres, n'y font pas exception. À titre d'officier de l'UMQ, quelles avenues vous attirent-elles pour encourager des pratiques en développement durable au sein des municipalités du Québec? Bien, je fais partie, comme Guillaume, de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Et déjà, par le PEMAD, on a une approche de densification de notre territoire. On a une approche où le transport collectif, puis c'est le premier ministre qui en parlait, prendra de plus en plus de place dans nos investissements futurs, ce qui contribue énormément à la réduction des gaz à effet de serre. Et je vous dirais que l'électrification des transports aussi, et les villes sont un acteur important parce qu'on a l'avantage d'avoir des véhicules qui partent de la ville et reviennent à la ville. Donc, on est capable de contribuer de façon importante pour faire en sorte qu'on réduise tout le monde ensemble notre impact au niveau environnemental. Monsieur Tremblay. Écoutez, de mon côté, j'ai le goût de sortir des sentiers battus pour parler de modification au niveau de la loi sur l'expropriation. Je pense que les villes qui ont un souci de faire de l'acquisition dans un objectif de préservation présentement, on a beaucoup d'enjeux au niveau financier. Je pense que le gouvernement du Québec a une responsabilité importante d'accompagner les villes lorsqu'on parle qu'une ville devienne propriétaire d'un terrain dans un souci de conservation. Donc, pour ma part, moi, je trouve que ça va être un enjeu important là, pour le prochain mandat à l'UMQ. Enfin, M. Côté.
En fait, mais merci pour les réponses. En fait, je vais compléter ce que Guillaume et Martin mentionnaient. Je pourrais vous parler de gestion des matières résiduelles pendant une demi-heure, mais on va aller ailleurs un peu. Moi aussi, j'ai envie d'aller ailleurs un peu. Les enjeux, moi, en tout cas, que j'ai envie qu'ils me guident au niveau de la lutte au changement climatique, c'est comment concilier relance économique et lutte au changement climatique. On a des créneaux au Québec où on a développé une expertise assez extraordinaire et qui pourrait, tout en créant de l'emploi payant, pour paraphraser notre premier ministre, pourrait aussi contribuer à la lutte au changement climatique dans une perspective planétaire. Je pourrais prendre un exemple qui est bien local. À Gaspé, on produit énormément de composantes et d'expertise en matière d'énergie renouvelable, en matière d'énergie éolienne en particulier. Ça crée des centaines d'emplois chez nous. Et ces composantes-là, cette expertise-là est exportée à la grandeur de la planète, en particulier aux États-Unis, mais aussi vers l'Europe, aussi vers l'Asie. Ça fait notre fierté à quelque part, mais ça crée de l'emploi payant. Ça convertit aussi l'économie vers une économie plus verte. On pourrait parler d'électrification de transport également, qui est exactement dans le même créneau. Je suis allé visiter Lyon Électrique à Saint-Jérôme, si je ne m'abuse, et j'ai vu l'expertise québécoise en électrification des transports. Là aussi, on a un créneau qu'on peut exploiter. D'ici 10 ans, il y aura pratiquement plus de véhicules à essence sur nos routes. On va être en véhicules électriques. Peut-on saisir cette opportunité-là, transformer ça en emploi payant, encore une fois, et faire la relance économique, mais sur une base verte, renouvelable? Ce sont deux exemples. Des exemples comme ceux-là, il y en aurait une multiplication. Moi, je crois beaucoup dans une relance économique dirigée vers une lutte au changement climatique en même temps, en saisissant les opportunités qui viennent avec. Et voilà qui met bien la table pour notre prochaine thématique, qui est la relance économique. Je vais commencer avec M. Tremblay cette fois. On a tendance à penser que la relance économique dépendra quasiment uniquement des investissements du fédéral et du provincial. Or, les municipalités et villes auront un grand rôle à jouer, elles aussi, pour soutenir les entreprises et les commerces locaux après la pandémie. De quelle façon pensez-vous qu'il faille épauler nos gens d'affaires pour leur permettre de prospérer dans l'après-COVID? Avez-vous des exemples? Bien, écoutez, vous savez que les villes ont reçu avec les MRC, bien sûr, une grande part au niveau du développement économique. Moi, je pense qu'il y a des initiatives intéressantes que les villes peuvent mettre de l'avant pour repartir, pour redynamiser, pour redonner confiance aux gens d'affaires de faire des investissements dans leur entreprise. Moi, je vais juste vous parler d'un exemple avec des noyaux villageois. Vous savez que c'est toutes des dynamiques des petites entreprises locales qui ont joué un rôle important dans la dernière année, mais qui peuvent en jouer encore un rôle encore important dans les prochaines années. Puis on mérite, puis les gens méritent de connaître encore plus les noyaux villageois, que ce soit avec l'instauration de stationnements incitatifs, mais travaillons avantageusement avec notre noyau villageois et tout le tourisme local qu'on peut faire connaître avantageusement à notre population. Je pense que ça peut être très gagnant à long terme. Monsieur Danfous? Bien, je vous dirais que j'ai le goût de faire du millage sur la conférence auquel j'ai assisté ce matin avec M. Léger. Il nous a montré un tableau de sondage de la population qui est extrêmement révélateur. La priorité numéro 1 de la population, c'est la relance économique. La priorité numéro 2, c'est la taxation. Donc, on comprend que l'aspect économique sera l'enjeu déterminant. Honnêtement, je ne m'attendais pas à des réponses aussi marquées que ceux-là. Et je vous dirais que c'est très utile parce qu'à l'aube des élections, il faut assurément penser à une stratégie dans ce sens-là. Et l'achat local s'est retrouvé comme souvent le fer de lance d'énormément de municipalités à travers le Québec. Plusieurs initiatives ont été mises en place. Il y en a eu à Varennes, mais il y en a eu partout. Mais je pense que ce qu'on verra, c'est une multiplication de ces initiatives-là dans les prochains mois et surtout dans la prochaine année. Parfait. Monsieur Côté? En fait, si on veut relancer un peu notre tissu commercial dans nos centres-villes, un des efforts qu'on peut faire comme municipalité, c'est de soutenir la vie culturelle, la vie événementielle, remettre de la vitalité. On est des créateurs de vitalité, les élus municipaux, les municipalités. Donc, si on peut être capable de soutenir cette vitalité-là, ça va ramener des gens vers nos centres-villes, ça va redynamiser le tissu commercial au-delà des investissements qu'on peut y réaliser. D'autre part,
on doit aussi travailler surtout les environnements favorables pour soutenir l'entrepreneuriat, soutenir aussi, dans le fond, le développement de nos entreprises. On le sait, dans la plupart des régions du Québec, on vit des pénuries de main-d'œuvre. On vit aussi des pénuries de logements, des pénuries de places en garderie. Mais si on veut attirer des gens dans nos régions, dans nos municipalités, dans nos milieux, ça fait partie de nos rôles de travailler là-dessus, de stimuler les investissements en logement, de convaincre le politique provincial en particulier d'investir dans les places en garderie, aussi d'investir dans les outils de transport qu'on a, que ce soit dans les moyens de transport aérien, ferroviaire, maritime, dans les transports interurbains, dans le transport collectif, évidemment, quand on se rapproche des plus grands centres. Bref, tout ce qui est conditions gagnantes pour stimuler la relance économique, ça fait partie de nos rôles très directement. Et c'est l'un des mandats, d'ailleurs, l'un des mandats prioritaires qu'on s'est donné à l'Union pour soutenir nos municipalités dans le mandat qui nous attend. Merci. Passons maintenant aux enjeux de représentation et de revendication. Le mandat des municipalités et villes s'est considérablement étendu au cours des dernières années en rapatriant du même souffle des responsabilités qui incombaient auparavant au gouvernement provincial, mais pas toujours avec le financement nécessaire pour s'en acquitter. Néanmoins, le rôle essentiel des municipalités et villes est d'offrir un milieu de vie où la qualité et la quantité des services font d'elle un lieu où il fait bon vivre. Sur quels enjeux l'UMQ devrait-elle principalement interpeller Québec pour soutenir ses membres en ce sens? Monsieur le Président. En fait, on pourrait parler longtemps d'un déséquilibre fiscal entre le Québec et les municipalités. On l'a entendu parler, ce discours-là, pendant très longtemps entre le fédéral et le provincial. Maintenant, c'est transposé entre le provincial et le municipal. C'est un travail de longue haleine. On a eu certains gains dans le dernier pacte fiscal qui nous font espérer. En fait, on a réussi à ouvrir une brèche, une porte pour obtenir davantage de financement. On a un partage de la croissance d'un point de TVQ qui est transféré aux municipalités progressivement. Donc, on a de plus en plus droit à cette portion d'assiette fiscale-là qu'on n'avait pas historiquement. Historiquement, avec nos responsabilités de base au niveau municipal, on pouvait s'asseoir sur la taxe foncière et les taxes de service. Ça pouvait suffire pour les responsabilités de base. Mais on n'est plus là-dedans. On a évolué énormément. On s'implique dans le tissu social, on s'implique dans les services à la personne, mais ça implique qu'il y a des parts fiscales qui retombent au fédéral et au provincial qui devraient nous revenir vers le municipal pour combler ce déséquilibre fiscal-là. Mais c'est un combat de longue haleine. J'aimerais bien vous dire, d'ici 6 mois, ça va être réglé, mais ce serait vous mentir. Il y a encore énormément de travail à faire là-dessus, mais c'est un combat encore durable du côté de l'Union, ça c'est clair. Merci. Monsieur Tremblay. Écoutez, oui, le cadre financier, je pense que je suis d'accord et je vais soutenir notre président à 100 %. Moi, j'ai le goût de vous parler de 2 sujets. Le premier, clairement, la loi sur l'expropriation. Je pense qu'on va avoir un rôle important à jouer au cours des prochaines années pour soutenir justement les villes qui ont des projets ou, comme je vous disais tantôt, dans des objectifs de conservation. Et le deuxième sujet que j'ai le goût de vous parler, c'est bien sûr au niveau du patrimoine. Tout ce qui s'appelle les lieux patrimoniaux, les villes, on a bien beau avoir de belles volontés de sauvegarde. Vous savez que toutes ces choses-là ont des coûts assez importants. Il y a même eu une conférence que j'ai eu la chance d'assister. Et oui, les villes, on a la belle volonté, on a des objectifs clairs, les citoyens nous le demandent, mais ça vient avec des coûts. Et je souhaite ardemment que le gouvernement du Québec réponde à l'appel de cette demande. Merci. Monsieur Danfous? Bien, vous me permettrez d'utiliser un angle complètement différent parce que je suis 100% d'accord avec les propos de mes collègues. Mais j'avais le goût de lancer des fleurs à notre union parce que dans le contexte de la dernière année, Mme Roy, notre ex-présidente, a fait un travail absolument remarquable, supporté par ses administrateurs, mais supporté par le personnel de l'UMQ, et a fait en sorte que l'Union des municipalités est assurément l'organisation le plus incontournable pour défendre l'intérêt des villes. Comme municipalité, on n'a à peu près aucun pouvoir pour revendiquer seul auprès du gouvernement. La force de notre union fait toute la différence et j'espère contribuer avec Daniel et Guillaume et les autres membres du CA, réussir à maintenir le niveau de standard que Mme Roy a réussi à atteindre avec l'Union. Merci. On rappelle aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent envoyer des questions via le chat donc, de cette table ronde. J'ai envie de rester avec vous, M. Danfous. Je vous pose la même question, mais au niveau fédéral aussi. Est-ce qu'il y a des attentes par rapport à ce que le gouvernement fédéral peut faire pour les municipalités du Québec?
Bien, c'est drôle parce que on va parler beaucoup du logement abordable. On sait que le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer là-dedans. Puis quand on regarde l'évolution des 6 derniers mois de la dernière année, la progression, puis c'est pas juste à l'intérieur de la CMM, c'est partout au Québec et surtout dans les milieux de villégiature comme Gaspé, la progression de la valeur du bâti a explosé. Donc, il est clair qu'il y a un lien direct avec l'augmentation de la valeur des résidences, des plex, qu'il y a une augmentation de la valeur du loyer. Donc, pour nos populations qui ont des moyens limités, soit les familles ou les personnes seules, il est clair qu'au niveau du logement, là, il y a un enjeu important et il est incontournable que le fédéral puisse jouer un rôle majeur et à court terme. Vous m'avez devancé, donc on va continuer sur la question du logement social. En fait, là, oui, il y a eu des investissements qui ont été annoncés par le fédéral pour les logements sociaux. Il y avait la question, est-ce qu'on va convertir des bâtiments commerciaux aussi en logements sociaux? Mais au niveau des municipalités, donc, quels services ou qu'est-ce que les municipalités peuvent mettre en place aussi pour soutenir la population à trouver un logement à la hauteur de ses moyens? Et vous vous adressez à qui? Bien, je continue avec vous, vu que vous étiez sur une lancée. Je reviendrai avec vos collègues ensuite. Bien, je vous dirais, si je peux ajouter sur ce volet-là, il y a un petit angle que vous avez utilisé que j'aime bien parce que c'est vrai que dans ce contexte-là du logement, les villes peuvent jouer un rôle par rapport à du bâti, soit qui appartiennent à la ville ou des bâtiments qui méritent beaucoup d'amour. Les villes, nous avons de la réglementation qui nous permet de jouer avec ces bâtiments-là, soit les acquérir, soit subventionner, pour permettre une multiplication de ces logements-là abordables. Monsieur Côté. En fait, sur l'enjeu du logement, les problématiques peuvent être variables d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre. La problématique qu'on vit chez nous, par exemple, c'est peut-être un peu moins au niveau du nombre de logements sociaux et abordables. On est plus dans le sous-investissement dans la sphère du logement privé qui provoque une pénurie de logements. Et on vit une relance économique qui est assez prononcée dans les dernières années chez nous, dans notre région, mais très peu d'investissements privés au niveau du logement dit privé, si on veut. Donc, la problématique est la suivante, c'est on doit avoir des outils nécessaires pour soutenir les promoteurs privés. On le sait, les coûts de construction sont plus élevés dans certaines régions du Québec et en contrepartie, les loyers ne suivent pas parce que le coût de la vie en général, en fait, si on veut, les revenus, le revenu moyen des gens est moins élevé dans les régions où les coûts de construction sont les plus élevés. Donc, on se retrouve avec une drôle de dichotomie où on doit arriver pour être capable d'avoir les outils pour soutenir les promoteurs privés de logement. Donc, la problématique est vraiment variable d'un endroit à l'autre. Je témoigne de celle-ci, mais je comprends très bien celle manifestée par mes collègues. C'est des bonnes nouvelles de voir aussi que le gouvernement fédéral a délié les cordons de la bourse dans le dossier du logement, comme il le fait aussi dans les dossiers de transport et dans les dossiers de garderie, par exemple, qui sont d'autres chevaux de bataille intéressants pour nous. Monsieur Tremblay? Bien, moi, j'ai le goût de répondre à la première question que vous avez posée et la deuxième. Vous avez dit qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut améliorer. Je pense que c'est quel que soit le gouvernement, autant au provincial qu'au fédéral, les villes, nous, on s'entend ensemble. Maintenant, il va falloir que les deux gouvernements travaillent ensemble, s'entendent ensemble pour débloquer ces fonds-là rapidement. Maintenant, sur la question du logement social, qu'est-ce qu'une ville peut faire? Bien, je pense que l'ensemble des villes du Québec l'ont fait. Pourquoi? Parce que les projets sont prêts, les projets ont été déposés. Maintenant, on va aller de l'avant avec les projets. Je vais vous donner un exemple concret parce que je pense que c'est dans le concret que les gens peuvent bien comprendre. Nous, ici, dans notre coin, dans mon coin de pays, Repentigny, Terrebonne, Mascouche, Charlemagne, l'Assomption, on a tous travaillé ensemble, puis on a priorisé des projets. On s'est entendu ensemble. Au lieu de se chicaner, on s'est entendu. Maintenant, ce qu'on veut, c'est l'argent pour aller de l'avant. Les projets sont prêts, mais tant aussi longtemps que l'argent n'est pas débloqué, les projets ne peuvent pas aller de l'avant. Donc, on veut l'argent pour partir les projets. Demande claire. On espère qu'il y a des gens du fédéral qui sont à l'écoute. On va rester un peu dans la question du logement avec le phénomène du télétravail qui a pris de l'ampleur au cours de la pandémie. Ça peut représenter une opportunité pour les municipalités pour faire des milieux de vie qui sont vraiment adaptés à cette nouvelle réalité-là. De quelle façon le télétravail s'intègre dans votre plan de vision pour les municipalités québécoises là, de 2021 et ensuite? Monsieur Danfous.
Bien, en fait, ce qui est particulier, puis ce qui n'est pas toujours facile de jauger dans le télétravail, c'est quelle est la portion du télétravail qui restera au retour de la pandémie. Il y en a une partie assurément. Est-ce qu'on va revenir à 100 comme avant? Je ne le sais pas. Mais ce qui est très clair, puis c'est le constat qu'on a fait chez nous, et même un peu plus loin des grands centres, c'est l'intérêt pour les gens, pour la villégiature, parce qu'en faisant du télétravail, bien, on peut être assez loin. Donc, des gens veulent des terrains, veulent des espaces verts, veulent des parcs, veulent un milieu de vie le mieux adapté, très souvent pour les enfants. Donc, ce qui va devenir l'enjeu, surtout pour les régions plus éloignées, c'est l'Internet haute vitesse. Et tant mieux parce que le gouvernement actuel, M. Legault l'a annoncé, des sommes importantes ont été annoncées pour l'améliorer. Mais honnêtement, télétravail sans Internet haute vitesse, on est d'accord, on va nulle part. Donc, il faut s'assurer de voir qu'est-ce qui sera optimal pour les régions, pour les villes, en lien avec ce qui restera du télétravail. Merci. Monsieur Tremblay. Bien, écoutez, je suis complètement d'accord avec ce qui vient juste d'être dit de la part de Martin concernant Internet haute vitesse. Clairement, quand on est des villes au pourtour de Montréal, puis partout à travers le Québec, c'est pas normal que Internet haute vitesse n'est pas encore partout. Et aussi une réalité qu'on va vivre au cours des prochaines années, puis on le vit déjà, c'est les maisons, la valeur des maisons, les gens, ils veulent aller de plus en plus en maison, avoir des grands terrains, faire du télétravail, mais profiter des lieux de villégiature, les forêts et tout ça. Donc, je pense qu'une ville va être mise de l'avant pour justement offrir ce type de qualité de vie pour les familles. Je renchéris à 100% ce qui a été dit par Martin. Monsieur Côté. En fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que mes deux collègues viennent de mentionner. C'était tellement complet, mais je vais surfer sur votre question pour nous emmener un peu ailleurs en même temps. Le gouvernement du Québec, lors de son élection, le premier ministre Legault avait mentionné qu'il voulait décentraliser 5 000 emplois de la fonction publique vers les différentes régions du Québec. C'est un engagement qui se réalise, je crois, progressivement, mais il y a peut-être les bouchées doubles à prendre à cet effet-là. On a de plus en plus, et avec le dernier engagement des gouvernements fédéral, provincial sur Internet haute vitesse, on a de plus en plus accès aux infrastructures requises pour recevoir des gens en mode télétravail et en mode, je dirais, dans les bureaux gouvernementaux qui sont dans les différentes régions du Québec. C'est un enjeu qui peut faire la différence dans plusieurs régions, dans plusieurs villes, dans plusieurs villages. Mais avec les outils qui sont en plein déploiement présentement, je pense qu'il n'y aura plus de raison de retourner en arrière sur la question de la décentralisation des emplois de la fonction publique. Donc, ça répond en partie peut-être à votre question, mais il y a un lien très direct entre télétravail et décentralisation quant à moi. Parfait, merci. On va aller du côté des municipalités et villes comme employeurs. On parle beaucoup des municipalités et villes pour les candidats des postes électifs. Mais donc, la question de la diversité et de l'inclusion aussi. Même avant la pandémie, plusieurs municipalités, là, pour ne pas dire la majorité, étaient aux prises avec un manque de main-d'œuvre. Souvent, ça impliquait de recruter un fonctionnaire et de pelleter le problème finalement dans la cour d'une autre municipalité qui perdait à ce moment-là son employé. Comment on fait pour rendre le milieu municipal attrayant pour les travailleurs, pour combler ce manque à gagner d'employés, particulièrement dans les régions, parce que c'est quand même un domaine professionnel auquel on ne pense pas quand on fait une réflexion sur son choix de carrière, règle générale. Donc, M. Côté, je commence avec vous. En fait, c'est un gros enjeu, mais à la base, là, au-delà de la question des employés municipaux, il y a toute la question de l'attractivité des régions. On a parlé un peu tout à l'heure d'avoir les conditions gagnantes pour recevoir de nouveaux travailleurs, autant dans le giron municipal que dans la sphère privée ou dans les autres sphères publiques. On doit mettre en place les conditions gagnantes que sont le logement, les places en garderie, des modalités de transport, de l'Internet haute vitesse, et j'en passe, pour que les milieux de vie soient les plus attrayants possibles dans toutes les régions du Québec. Ça, c'est un défi qu'on a du côté des municipalités. Du côté de la main-d'œuvre municipale comme telle, il y a des plateformes qui existent qu'on doit peut-être propulser un peu plus loin sur la scène internationale. Il y a eu des démarches de fait par l'UMQ qui est allé faire une mission de recrutement du côté de la France, entre autres, qui peut donner des résultats intéressants. C'est le genre d'initiative qu'on doit mettre de l'avant si on veut attirer de nouveaux travailleurs pour combler cette pénurie de main-d'œuvre-là qu'on a autant chez nos employés municipaux que dans toute la sphère privée qui gravite autour de nous. Monsieur Danfous? Je vous dirais qu'il y a deux volets à votre question parce que
à Varennes et dans notre région, quand on affiche un poste à la ville de Varennes, je prends l'exemple des 3 derniers postes affichés, on a eu entre 90 et 110 mises en candidature. Wow. Donc, on n'a pas de problème de manque de main-d'œuvre municipale. Par contre, on entend parler de partout au Québec le manque de main-d'œuvre au niveau des entreprises. Et on vient de vivre une expérience très locale. Une entreprise a fait venir, après 2 ans de démarche, 5 Colombiens. Quand on l'a appris, on a joué un rôle pour s'assurer que ces Colombiens-là puissent être les mieux reçus chez nous, pour s'assurer que si on a le goût de s'y installer avec leur famille et d'attirer des consoeurs et confrères de leur région pour aider nos entreprises à pouvoir respecter le nombre d'emplois puis faire fonctionner les entreprises. Ça, c'est l'enjeu, je pense, de l'immigration, qui a un lien direct avec votre question sur le fédéral tantôt. Ce n'est pas une responsabilité ville, mais il faut absolument que nos paliers de gouvernement soient des aidants naturels pour l'immigration. Merci. Monsieur Tremblay. Rapidement, je pense qu'on se doit, comme municipalité, de s'assurer d'avoir un grand sentiment d'appartenance avec nos employés, mais aussi le sentiment d'appartenance avec la municipalité. J'ai le goût aussi de vous parler de... Je pense que l'UMQ pourra avoir une certaine responsabilité de revaloriser le travail des employés face à la population. M. Legault le disait tantôt, des fois les élus, on se fait un petit peu... varloper, disons, sur les réseaux sociaux. Je pense aussi qu'à quelques reprises, l'employé municipal peut manger aussi des fois... c'est pas toujours évident pour eux, disons. Et la dernière réalité qu'on va devoir à vivre au cours des prochaines années, c'est avec la réalité du télétravail. On l'a vécu durant la dernière année. Maintenant, les villes vont se devoir de se questionner, savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette réalité-là. Puis peut-être ça va être une nouvelle attraction pour attirer davantage de monde à venir à travailler pour les municipalités. Merci. On va passer à l'enjeu de la sécurité publique. En fait, depuis le début de l'année, là, malheureusement, l'actualité a souvent été teintée de drames familiaux, de drames humains. On pense à une dizaine de féminicides qui sont arrivés dans plusieurs municipalités du Québec. Et ça démontre en fait que le rôle des policiers, des autorités municipales a beaucoup changé au cours des dernières années, a pris un rôle beaucoup plus social, du travail de terrain qui est beaucoup plus lié à l'intervention que, par exemple, à des arrestations pures et simples. Et comment les municipalités qui gèrent en partie, certains ont des corps de police municipaux, d'autres sont affiliés avec la SQ, donc comment les municipalités peuvent-elles épauler les corps policiers dans ces nouvelles tâches et quels services devraient être mis de l'avant par les municipalités pour soutenir les ménages qui vivent sur leur territoire? Donc, je commence avec M. Tremblay. Bien, écoutez, pour ma part, ce qui est important, c'est de rendre les corps de police beaucoup plus humains. Vous savez, la police des années 50 et la police des années d'aujourd'hui, il y a eu un grand avancement qui a eu lieu. Et la problématique que vous soulevez, moi, j'ai vu un chef de police, pour le nommer de mémoire, c'était la ville de Longueuil, qui était présent. J'ai adoré ce type d'individu qui était là, qui a amené vraiment son corps de police à un corps de police qui était très humain. Et je pense qu'en étant beaucoup plus proche de la population, bien, ce type d'événement-là, donc la population avec les corps de police, va avoir vraiment, ça va être très avantageux au cours des prochaines années. Puis on a tout à gagner de travailler ensemble avec eux pour amener les corps de police à être plus humains. Merci. Monsieur Danfous. Je vous dirais que le premier sujet sur le féminicide, c'est absolument épouvantable. Puis, malheureusement, je suis convaincu que le phénomène de la pandémie a multiplié ou accéléré ce phénomène-là qui est innommable et inacceptable. Je vous dirais que l'UMQ a adopté une résolution contre la violence conjugale. Mais je vous dirais qu'on entend parler de plus en plus de projets pilotes au niveau de corps policiers pour l'utilisation de caméras dans le but d'être le plus aidant possible. Mais je vous dirais que j'ai la certitude que ça deviendra un enjeu important dans les prochaines semaines, les prochains mois, au Conseil de l'administration de l'UMQ, où on aura des positions beaucoup plus précises par rapport à ça. Merci. Monsieur Côté.
En fait, Martin le disait, la pandémie est venue exacerber plusieurs problématiques au niveau de la santé mentale qui provoquent souvent des gestes plus gratuits, plus violents, plus intimidants. Et c'est vraiment déplorable comme situation. Mais le confinement a joué pour beaucoup là-dedans, ça c'est clair, mais on ne peut pas nécessairement remettre en doute toutes les décisions qui ont été prises, mon Dieu, avec énormément de courage par les autorités de la santé publique et le gouvernement du Québec. Maintenant, comment on réussit à se sortir de cette espèce de paradigme-là un peu malsain qui s'est créé? Bien, d'une part, la pandémie deviendra de plus en plus derrière nous. Donc, on va sortir du mode confinement, du mode où notre santé mentale se retrouve assez épuisée par tout ce qui se passe. Donc, ça devrait se résorber progressivement. Du côté des corps de police, que ce soit la Sûreté du Québec ou les corps de police municipaux, eh bien, je vais surfer un peu sur ce que Guillaume me disait tout à l'heure. Il y a une question de formation aussi, une question de s'assurer que nos policiers soient plus humains, une approche plus sociale. C'est la clé du succès. Historiquement, les policiers étaient formés davantage en mode répressif. Maintenant, on a passé en mode sensibilisation, mais on doit avoir cette approche-là qui est particulière, considérant les nouvelles problématiques de santé mentale qui sont apparues dans le décor, entre autres avec la pandémie. C'était là un peu avant aussi, ça avait commencé à prendre de plus en plus de place, mais là, ça a explosé avec le contexte pandémique, évidemment. Merci, messieurs. Une petite dernière avant de prendre les questions du public. Je vais vous demander à chacun de me parler des forces de votre trio, finalement, et comment vous pensez que ça va servir votre organisation. Je vais commencer avec M. le Président. En fait, on est très complémentaires. Si on ajoute Suzanne Roy dans le décor comme présidente ex-officio, si on ajoute José Néron aussi dans le décor des dirigeants comme trésorière, vous voyez, on se retrouve avec les villes de Saguenay, de Varennes, de Mascouche, de Sainte-Julie et de Gaspé. Donc, un portrait qui est complètement éclaté, c'est vraiment des municipalités complètement différentes et complètement complémentaires. On est tous des élus municipaux aussi avec un parcours qui est très différent, qui est très complémentaire. La force de l'équipe, c'est justement, on va miser sur cette complémentarité-là et c'est comme ça qu'on va apporter probablement des échanges qui vont être assez, en fait, qui vont être sûrement très, très, très intéressants et on va apprendre à se connaître, à se côtoyer, puis vraiment la complémentarité entre nous, je pense que ça va être la clé du succès de l'équipe que le conseil d'administration a choisi de mettre en place pour la suite des choses à l'Union. Merci. Monsieur Danfous? Bien, je vous dirais que j'ai une carte cachée à votre question et ma carte cachée s'appelle Mme Suzanne Roy. J'ai le privilège de l'avoir comme voisine à Sainte-Julie et c'est ma préfète depuis très, très longtemps. Donc, à partir du moment où on est très influencé par la qualité du travail exceptionnel et la détermination de Suzanne, on comprend très vite qu'en travaillant en équipe, on est extrêmement fort. À partir du moment où on est en conflit, en chicane, la population déteste la chicane. Puis c'est M. Léger qui le disait, dès qu'il y a des tensions dans des villes, ils vont vouloir les mettre dehors. Donc, à partir du moment où Daniel a besoin d'un coup de main, Guillaume, José ou Suzanne comme ex-officio, bien, ils pourront compter sur moi parce que j'ai compris qu'en travaillant ensemble, on sera encore plus fort. Monsieur Tremblay. Bien, écoutez, je vais terminer en disant que moi, je trouve ça le fun parce que je sens une certaine fougue, puis vous devez le sentir à la Messie avec Martin et bien sûr Daniel. Je sens un renouveau qui est mélangé, bien sûr, le dit, avec de l'expérience, parce qu'on est bien encadré. On a une direction à l'une des employés qui ont beaucoup d'expérience, qu'on arrive un peu avec des gens qui on est nouveau, là, moi je suis honte de le dire, mais je pense que ça va ramener un vent de fraîcheur tout en ayant, bien sûr, l'expérience au pourtour de nous. Donc, c'est ce qu'on a à offrir, je pense. Merci beaucoup. On va être prêt à prendre les questions qui nous ont été envoyées par écrit. Donc, on va me les afficher, ça ne sera pas bien long. J'ai bien hâte de voir sur quoi vos collègues veulent vous griller. Ils ont peut-être des questions un peu plus acérées que moi. Donc, on a Alain Poirier qui demande « Comment voyez-vous l'UMQ au cours des prochaines années? » Donc, ça va être ouvert, je vous laisse y aller. Puis, si jamais il y a des tours de parole, je vais les gérer.
Bon, on peut peut-être y aller. En fait, comment on voit l'UMQ au fil des prochaines années? L'UMQ va continuer d'être une force omniprésente au Québec. Certains, en fait, j'entendais un journaliste chez nous il n'y a pas très longtemps qui disait l'UMQ, c'est un peu l'antichambre du pouvoir. Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais qu'on est une force politique qui est assez considérable. On a une équipe extraordinaire, une équipe de permanents qui accompagne les élus jour après jour, qui documente les dossiers, qui s'assure qu'on retrouve notre place, qui s'assure que l'UMQ demeure une force représentative extraordinaire. Je pense que l'UMQ va continuer de travailler extrêmement fort sur les enjeux qu'on avait comme enjeux, disons, traditionnels, mais on va aussi devoir passer en mode post-pandémie. Et le travail post-pandémie, ce ne sera pas un travail de 6 mois. Ça va être un travail qui doit commencer maintenant, mais qui sera un travail de plus longue haleine. On parle de relance économique, on parle d'inclusion et de diversité, on parle de lutte au changement climatique. Il y a tous les enjeux traditionnels comme la fiscalité municipale qui revient toujours à l'avant-scène et qui sera un combat encore pour les prochaines années. Tout le moins jusqu'au prochain pacte fiscal. On en a pour quelques années encore avec le pacte actuel qui nous a apporté de sérieux gains. Mais si on veut continuer d'avoir des gains, il faut continuer de lutter dans ce sens-là. Donc l'UMQ va continuer, je pense, d'avancer de cette manière-là, progressivement. Oui, il y a énormément d'expérience derrière l'UMQ et il y a des forces nouvelles qui s'installent, notamment avec le nouveau bureau des dirigeants qui est en fonction. Donc, je pense qu'on a Je pense que l'UMQ va continuer d'avancer comme organisation, va continuer d'être de plus en plus solide partout au Québec. Puis c'est la force de l'équipe, au fond. L'union fait la force, on le dit souvent, c'est cliché un peu, mais oui, l'union fait vraiment la force. Merci. Messieurs les vice-présidents, un petit quelque chose en complément? Bien, honnêtement, ce que j'avais le goût d'ajouter à ce que Daniel vient de dire, c'est que l'UMQ doit rester impérativement un incontournable au niveau municipal. On sait tous que la grande majorité de la population québécoise, leurs villes sont membres de l'UMQ. Mais je suis content de pouvoir aider Daniel, qui vient de la magnifique région de la Gaspésie. Il y a beaucoup de petites municipalités un petit peu ailleurs, puis je suis sûr qu'avec Daniel, on sera capable d'aller chercher leur adhésion pour augmenter le nombre de la population des villes, des régions, pour s'assurer d'avoir encore plus de poids à l'UMQ. M. Tremblay? Je vais aller rapidement à ce que mon président a bien dit. La continuité, je pense que c'est important. Il y a eu un travail qui a été fait au cours des plus que 100 dernières années de la part de l'UMQ. Et je pense qu'il faut continuer en ce sens-là. Il y a eu des exemples concrets, des belles victoires. Mais ces victoires-là ont eu lieu en équipe, ensemble. Et je pense qu'on va en avoir d'autres victoires d'équipe à venir. Quand on travaille solidairement, c'est la clé du succès, comme Martin et Daniel l'ont dit. Merci. On a J.M. Matt qui pose une question à M. le Président. En 2015, nous avons ensemble été très, très actifs dans le mouvement « Touche pas à ma région ». Comment comptez-vous marier attentes des régions et des grandes villes? Toute une question de mon ami Jean-Maurice de Sainte-Terre. En fait, la force de l'Union, c'est justement de regrouper autant les municipalités des régions dites plus éloignées avec celles des régions plus centrales. Donc, il y a de la place pour la métropole, il y a de la place pour la capitale, il y a de la place pour les municipalités locales, les municipalités de centralité, les cités régionales, les municipalités de la métropole, les grandes villes. Il y a de la place pour tout le monde au sein de l'Union. On est capable de travailler sur nos enjeux communs. En fait, depuis 2015, le Québec a évolué, le Québec a changé. Les régions ont retrouvé leur place. À l'époque de 2014-2015, on avait assisté à ce moment-là à un gros varlopage des régions dites éloignées comme les nôtres, comme l'Abitibi, comme la Gaspésie, la Côte-Nord. Nos instances de développement régional avaient subi une forme de saccage. Ça avait vraiment fait mal. On avait perdu énormément de budget de développement régional à ce moment-là. On s'est senti un peu isolé. On s'est regroupé, on s'est unis. Et Jean-Maurice faisait partie du dit mouvement, du collectif qu'on avait formé à l'époque pour resensibiliser le gouvernement à réinvestir dans les enveloppes de développement régional. Et on a réussi à quelque part, mais on a réussi en s'alliant avec qui? On a réussi en s'alliant avec les membres de l'Union des municipalités du Québec. On a réussi avec l'ouverture, à l'époque, c'était Suzanne qui était présidente à l'époque. J'ai toujours l'impression de parler de Suzanne qui était présidente, tellement ces 2 mandats ont été marquants dans l'histoire de l'Union. Suzanne était là, Suzanne nous a accompagnés, et puis l'UMQ nous a accompagnés de façon globale. On a eu le support de Québec et de Montréal. Bref,
l'union a fini par triompher et faire cette force-là. Donc oui, on est capable de concilier réalité des régions périphériques avec les réalités des régions plus centrales, si on veut. Merci. On a une question de Mme Nathalie Lassalle, conseillère à Saint-Jérôme, si je ne me trompe pas. Est-ce dans les priorités de l'UMQ de soutenir les élus qui ont été malmenés dans les dernières années, dans les derniers mois, dans leurs conseils municipaux? Et si oui, avez-vous déjà des pistes de solutions? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Qui y va? Ben, en fait, allez-y, puis on fera les trois, il n'y a pas de problème. Bien, ce que je En fait, sais, il y a énormément de travail à faire, ne serait-ce que de sensibiliser les plateformes de médias sociaux. OK, parce qu'il y avait deux personnes qui parlent. Allez-y, M. Côté, je reviens à vous, M. Danfous. Ah, OK, pardon. Dans le fond, je disais, d'entrée de jeu, il y a énormément de travail à faire, ne serait-ce que sensibiliser les géants du Web qui administrent les plateformes de médias sociaux à tenter de mieux filtrer les propos haineux qui y circulent. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté de la sphère, il y a aussi entre élus. On a vu des dérapages un peu dans certains conseils municipaux. Il faut faire attention. On est tous là pour la même et bonne raison, c'est-à-dire de servir l'intérêt de la population, servir l'intérêt de nos municipalités, servir l'intérêt et le mieux-être des citoyens et des citoyennes qui nous ont élus. On a le droit de ne pas être d'accord. Par contre, je pense pas qu'on a le droit d'être irrespectueux les uns envers les autres, autant des citoyens envers les élus que les élus envers les citoyens, que les élus entre eux et même que les citoyens entre eux. On est dans une société évoluée. On doit apprendre à retrouver ce respect-là et le respect, il doit se gagner aussi derrière nos écrans. C'est plus facile, je comprends, de passer à l'injure caché derrière son écran qu'on le ferait en face à face. Mais quand on est derrière nos écrans, il faut que les gens se réapprennent ou soient plus conscientisés au fait que, même s'ils sont derrière un écran, la personne à qui ils s'adressent, elle va lire le message. Elle va peut-être être blessée par ce message-là. Il y a une forme d'éducation populaire à faire autour de ça. Puis, honnêtement, c'est un enjeu où on doit agir, oui, en sensibilisation, mais aussi en formation, entre guillemets, là, de nos populations. Merci. Je reviens à vous, M. Danfous. Bien, en fait, ce que j'allais dire, c'est que on a amorcé des discussions par rapport à l'intimidation, aux menaces, à travers les médias sociaux envers les élus. Mais là, votre question est davantage entre élus d'un même conseil. Est-ce que l'UMQ s'occupe de cette problématique-là? Honnêtement, je n'ai pas entendu parler que l'UMQ souhaite se mêler de ça. Par contre, c'est une excellente question à poser dans un futur conseil d'administration ou un exécutif. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'UMQ peut faire pour venir en aide à des membres, conseillers, conseillères, qui vivent ce type d'intimidation-là? Monsieur Tremblay, quelque chose à dire sur la question? Oui, puis sur l'autre d'avant aussi, j'ai le goût de revenir. Donc, moi, juste vous dire que je pense que chaque élu a une responsabilité individuelle. Et à cet égard-là, je suis d'accord avec Martin de dire que peut-être que l'UMQ aurait à avoir ce type de questions-là. Et pour l'autre question, concernant les régions versus Montréal, Québec, moi, aujourd'hui, je peux vous dire une chose, que mon union a élu le maire de Gaspé comme président. On parle pas, on agit, puis là, c'est un geste fort qui est posé. Bravo à l'Union des municipalités, bravo à ses membres. Moi, je suis fier d'avoir Daniel comme président aujourd'hui. Merci. On a Eddie Métivier qui demande: la population a besoin de retrouver ses activités récréatives et sportives. Des espoirs qu'une annonce se fasse d'ici la fin des assises pour bonifier le PAFIRS, qui contribuerait aussi à la relance. Donc, Monsieur Côté, excusez-moi. En fait, j'en ai parlé ce matin lors de mon adresse au premier ministre. Le PAFIR a été extrêmement populaire. En fait, c'est un très bon programme qui prévoyait des aides plus généreuses qu'à l'habituel pour les infrastructures de loisirs. Mais qui dit bon programme, dit programme très populaire. Et les municipalités ont été très nombreuses à déposer dans ce programme-là, qui n'avaient pas nécessairement le financement requis pour combler tous les besoins, tous les désirs de la population et des municipalités. J'ai pas eu d'écho particulier comme quoi on pourrait avoir une annonce dans les prochains jours. Donc, je vais peut-être baisser le niveau d'attente à cet effet-là, mais je pense que c'est un combat que les municipalités ont choisi de livrer. On avait fait des représentations ce printemps, Suzanne Roy et moi, au ministre Girard aussi, dans ses consultations prébudgétaires, pour qu'il prévoie des enveloppes supplémentaires là-dessus. Et ce qu'on disait à ce moment-là,
Vous savez, avec l'enveloppe qu'on a reçue dans le programme PAFIR, il reste environ pour $1 milliard de projets en latence présentement au Québec qui sont prêts à être déployés pour donner des services de loisirs aux populations, tout en contribuant à la relance de l'économie au moyen du déploiement de nouvelles infrastructures. Il y a d'une pierre plusieurs coups qu'on pourra faire avec un PAFIR 2.0. Le PAFIR était une alliance fédérale-provinciale. On a entendu le fédéral se prononcer vers des nouvelles infrastructures plus vertes. Est-ce qu'il y aurait moyen de jazzer ça avec une entente fédérale provinciale pour redéployer un PAFIR 2.0? Moi, je continue d'y croire. Est-ce qu'on aura une annonce dans les prochains jours? Là, je suis plus incertain que jamais. Monsieur Danfous? Je vous dirais que Daniel nous a offert une magnifique réponse. Honnêtement, je me demandais si c'était en lien avec la santé publique, parce que les décisions d'ouvrir nos centres sportifs, nos aires de jeu, bien, honnêtement, on suit les directives gouvernementales. Mais pour le PAFIR, honnêtement, Daniel a été très bon, puis on sera là pour l'appuyer, pour aller chercher un maximum de sous possible pour les villes. Merci. Quelque chose à ajouter, M. Tremblay? On est là pour appuyer la relance économique, les villes aussi, donc on ne peut pas être contre la tarte aux pommes. Une dernière question, mais non moins intéressante, en 2 minutes, messieurs. Michel Brideau qui nous demande, en lien avec la relance économique et l'intention de favoriser le local, quelle place voulez-vous donner à l'expertise interne versus la sous-traitance? Monsieur Côté. En fait, je vais tenter de saisir le sens de la question. Quand on parle d'expertise interne, j'imagine qu'on parle à l'intérieur des municipalités. J'essaie de bien saisir le sens de la question. Je vais aller de façon peut-être globale pour pas avoir à rephraser une question. Quand on parle d'achat local, quand on parle du volet relance, bien, on a de la production qui se fait de façon locale. On a de la main-d'œuvre, oui, localement au Québec, mais on va avoir besoin davantage de bras, de têtes, de cœurs, dans le fond, de gens qui vont venir aussi de l'extérieur accompagner cette relance-là. On n'aura pas le choix, on est en pénurie de main-d'œuvre au Québec. Si on parle de l'autre volet que j'ai cru comprendre à travers la question, sur la main-d'œuvre versus la sous-traitance, bien, d'une part, je vous dirais, il y a des questions là-dessus qui relèvent beaucoup de régie interne de chacune des municipalités qui a à composer avec tout ça. Donc, sans rentrer dans le giron de chacune des municipalités, je pense que chacune des municipalités fait le maximum possible de travaux à l'interne, mais aussi, parfois, pour des raisons souvent économiques et des raisons de gestion administrative, va confier des travaux en sous-traitance. Donc, c'est peut-être un peu l'essence que j'ai compris à la question, mais on ne pourra pas se mêler de régie interne de chacune des municipalités, évidemment, là, si c'était le sens de la question. Bien, écoutez, je pense que Daniel a bien répondu à la question. L'autonomie de chacune des villes, pour ma part, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, bien, j'inviterai à chacune des associations de faire la démonstration à sa municipalité que c'est beaucoup moins cher de le garder à l'interne. Et j'imagine que si c'est moins cher, bien, il n'y a aucun maire au Québec qui vont dire si c'est moins cher, bien, on ne le gardera pas à l'interne. Mais faites vos preuves, faites vos démonstrations. Monsieur Danfous? Je vais aller dans le même sens. Écoutez, dans la grande majorité des cas, quand on est capable de le faire à l'interne, on le fait avec plaisir. Mais il y a des cas où, malheureusement, c'est pas possible. Puis, dépendamment du statut de chaque municipalité, plus on a une grosse municipalité, plus on a de moyens et d'employés qui peuvent faire ça. Plus on est petit, moins on est capable. Donc, on doit sous-traiter. C'est pour ça que chacun fait ce qu'il peut faire en fonction de sa situation. Parfait, merci. En 1 minute, le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Je vais commencer avec Monsieur Côté. Ben, en fait, le mot de la fin, je pourrais d'abord remercier les gens de leur participation aux assises. Je voudrais en même temps profiter pour remercier de nouveau le conseil d'administration de la confiance qu'il a déployé envers ces nouveaux dirigeants que nous sommes. On va tout faire pour être à la hauteur des attentes de nos membres, ça c'est sûr et certain. C'est des gros défis qui nous attendent. L'Union va avoir besoin d'être très solidaire. En même temps, je vais inviter aussi les gens à participer dans les instances de l'Union. L'Union a de la place pour à peu près tous les élus qui veulent s'impliquer au sein de nos instances. Il y a plein de possibilités, plein de commissions, plein de comités politiques qui sont sur des sujets souvent un peu plus particuliers, plus spécifiques, qui souvent vont venir davantage motiver la participation des élus dans nos instances. L'Union, c'est une grande famille, on est une grande équipe. Tout ce qu'on veut, au final, c'est d'améliorer le sort des citoyens et des citoyennes dans la grandeur du Québec et d'améliorer aussi dans le fond, tous les enjeux
qui concernent le milieu municipal. Il y a de la place pour tout le monde. Impliquons-nous. Martin, Guillaume, moi, Suzanne, José, on est à la table des dirigeants, mais il y a tellement de place au sein de nos instances pour accueillir le plus de gens possible. Si j'ai un message à passer, là, merci pour la confiance, mais surtout, impliquez-vous. L'Union est là pour vous. Merci. Monsieur Danfous, en 1 minute. Bien, rapidement, ce que j'écrivais sur mon Facebook suite à ma nomination d'hier, c'est qu'avec beaucoup d'émotion et de fierté, les membres du conseil d'administration de l'UMQ, mon annonce, j'étais très, très flatté et honoré. J'ai mentionné à quelques reprises, mais je le redis devant tout le monde, Daniel peut compter sur mon entière disponibilité. Guillaume, la même chose, José et Suzanne. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je tiens à le redire une dernière fois. Madame Roy, Suzanne, ma chère voisine, merci, tu as fait un travail absolument gigantesque, titanesque et remarquable à l'Union. Bravo encore. Merci beaucoup. Monsieur Tremblay, en 1 minute. Ben écoutez, moi j'ai le goût d'aller sur un sens un peu plus humoristique et de vous dire que j'ai hâte de vous revoir en personne. Donc pour prendre un peu les phrases qu'on entend souvent à la télévision ces temps-ci, allez vous faire vacciner pour qu'on puisse se revoir tous et toutes bientôt, pour qu'on puisse avoir l'année prochaine des assises en personne, j'en suis certain. Maintenant que la farce est faite, s'il vous plaît, impliquez-vous un peu comme Daniel a dit. L'Union des municipalités du Québec est une union forte, une union d'équipe et je pense que de travailler ensemble, il y a une phrase qui dit travailler ensemble, on va beaucoup plus loin que travailler seul. J'y crois vraiment. L'UMQ a fait ses preuves au cours des dernières années. Puis, s'il vous plaît, continuons en ce sens-là pour bien sûr améliorer le sort des municipalités, de l'entièreté des municipalités du Québec. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Merci. Bien, merci beaucoup, messieurs. Donc, Daniel Côté, maire de Gaspé, Martin Danfous, maire de Varennes, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, respectivement président, vice-président et vice-président de l'UMQ. Félicitations pour votre élection, de même que pour les autres officiers. Merci à tout le monde qui a pris le temps de regarder cet échange. Merci aux participants qui nous ont fait parvenir des questions. Merci à l'UMQ. Mon nom est Marie-Ève Martel. Je suis journaliste à La Voix de l'Est et bonnes assises pour les prochains jours.